Eh bien le bonjour, petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle séance de lecture de sciences humaines et sociales. Bon, ceci dit, normalement, petite fougère de YouTube, c'est marqué dans le titre, donc tu sais déjà à quelle sauce tu vas être croqué dans cette vidéo-là. Normalement. On est toujours évidemment sur la lecture de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable. Comme je disais juste avant de lancer le record, on est à peu près à un tiers de la lecture. Donc mine de rien, on avance. Hein. On avance même pas trop mal, mais il reste encore beaucoup, hein, mine de rien. On est au chapitre 13, Théorie policière de la firme. Attention, on en arrive au passage qui va peut-être continuer à faire monter notre rythme cardiaque. Bon, ceci dit, tout ce qu'on a lu jusqu'à présent nous avait déjà mis dans des dispositions fort peu sympathiques envers tout ce qui est le patronat et tout ce qui est globalement le monde économique, etc. Mais là, on arrive sur la partie où en fait, on va nous faire tout simplement une explication de pourquoi est-ce que les firmes ont un contrôle vraiment des travailleuses, pourquoi est-ce que ça se met en place avec un modèle relativement proche des forces de l'ordre et comment tout ça s'agence en fait dans le cadre de pensée néolibéral, etc. Donc forcément, je pense que ça va être encore du fun à 200%. Qui possède ce nouveau Léviathan? Qui le gouverne et en vertu de quel droit et selon quel principe? Irving Kristol. Comme à chaque fois au début de chapitre, il y a toujours une petite citation. Comment justifier le primat de la valeur actionnariale? À cette question, au début des années 1970, certains s'obstinaient à répondre selon d'anciens schémas, par une philosophie de la propriété privée personnelle, comme si rien n'avait changé depuis Locke, ou à peu près. En réponse à des questions telles que « Qui possède ce Léviathan ?» nous soutenons, écrivait ainsi Robert Essen, chercheur à la Hoover Institution, que ce sont les actionnaires qui le possèdent, que les dirigeants prennent des décisions majeures sans consulter les propriétaires et que cette relation ne souffre aucune objection parce qu'elle se fonde sur des principes d'autorisation contractuelle. L'absolutisme, lui aussi, en son temps, avait eu la faiblesse de croire qu'il lui suffirait à jamais de dire « car tel est notre bon plaisir » pour se maintenir au pouvoir. Cette défense était un peu courte, outre qu'elle ne reposait que sur une contre-vérité massive. Contrairement aux idées reçues, en effet, les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Lorsque je suis propriétaire de quelque chose, de quoi ai-je le droit? Ce bien qui est le mien, je peux l'utiliser comme je l'entends, y compris, si bon me semble, le détruire. Je peux exclure autrui de son usage, je peux le prêter, je peux le louer, je peux le vendre, je peux l'hypothéquer, et il pourra éventuellement être saisi pour rembourser mes dettes si je suis insolvable. Tel est le faisceau de droits que recouvre, classiquement, la catégorie de propriété privée héritée du droit romain. Un actionnaire dispose-t-il de tels droits par rapport aux actifs de la société dont il détient les actions? Non. Après avoir acheté les actions d'Apple, cela ne vous donne pas le droit d'aller se servir gratuitement en gadgets électroniques dans les Apple Store. Mais de quoi alors les actionnaires sont-ils propriétaires? Comme le nom l'indique, seulement d'actions, de titres émis par la société qui leur donnent le droit de voter à l'Assemblée générale et de percevoir éventuellement des dividendes. Un actionnaire possède un titre qu'il peut revendre, mais pas la moindre fraction des immeubles, des machines, des stocks de la société. Mais alors, les actionnaires ne sont pas propriétaires des actifs de la société. Qui l'est? Personne, pas plus les actionnaires que qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Une des caractéristiques essentielles de la forme société est en effet qu'elle détient elle-même la plupart des actifs productifs. Les sociétés sont des entités juridiques indépendantes qui sont propriétaires d'elles-mêmes. Les actionnaires ne sont pas propriétaires de la société, mais ce n'est pas un drame pour eux, au contraire, même. Car il en est en fait très avantageux de ne pas l'être. L'invention de la société par action a historiquement permis de réduire drastiquement le risque attaché à la propriété privée traditionnelle. Parmi ces avantages, la responsabilité limitée. Donc là, on va arriver en fait sur le passage où tout simplement on va nous dire ce qui est bien pour les actionnaires, c'est qu'en fait, n'étant pas propriétaires de l'entreprise, ils ont une responsabilité qui est limitée. Autrement dit, si l'entreprise fait de la merde, on peut rien dire aux actionnaires, quoi.
Parce que c'est pas leur responsabilité, c'est pas leur faute. Ils possèdent que des titres, ils ne possèdent que des actions. Quand bien même c'est leur vote, quand bien même ça va être par les pressions qu'ils font, etc., peu importe ce qui se passera, même les pires mises en place de politiques, on va dire au sein de l'entreprise, les plus délétères, etc., c'est pas leur faute. Voilà, ce ne sera pas eux qui seront considérés comme en faute. Parce qu'ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise, ils sont propriétaires d'actions. Et que du coup, en fonction de ça, ils ont une responsabilité qui est extrêmement diminuée par rapport à un modèle plus classique d'entreprise, on va dire, en tout cas plus ancien, où le patron était la personne qui possédait l'entreprise, qui possédait les machines, le bâtiment, etc. et qui du coup était complètement responsable à tous les niveaux. Là en fait on en arrive encore une fois avec cette partie donc du livre qui nous montre que ces évolutions justement de s'éloigner du modèle classique de l'entreprise, alors classique dans le sens encore une fois plus ancien, qui était présent avant les révolutions on va dire libérales et néolibérales, sur ce modèle où en fait le propriétaire était le patron et donc c'était lui qui était aussi responsable, même si du coup il avait beaucoup plus de pouvoir. Le fait est qu'il avait également beaucoup plus de responsabilités. Alors évidemment, en prenant en compte les rapports de force au sein des différentes sociétés dans lesquelles ça se passait, ce qui faisait très bien, très facilement, que des patrons en fait ne pouvaient rien prendre dans les dents, quand bien même ils faisaient les pires trucs possibles, parce que le modèle de société était fait de telle manière qu'en fait ces personnes-là se trouvaient en situation d'un quasi-monopole au niveau des droits et pas vraiment au niveau des devoirs. Donc bref, mais sans aller là-dessus, le fait est que ce changement en fait de forme de société, alors là je parle pas des entreprises, je parle de nos sociétés de manière générale, vers des sociétés axées sur le néolibéralisme, etc., ça a permis justement de créer des échelons et donc ça a permis notamment de diluer cette responsabilité. Ce qui a permis d'avoir des groupes de plus en plus gros, de plus en plus puissants, avec des conséquences de plus en plus drastiques sur énormément de populations, y compris à travers les pays, on le rappelle, notamment des entreprises qui du coup, en fait, même sans forcément être internationales, vont avoir des impacts, ne serait-ce parce que elles ont des achats, elles ont des ressources, etc., qui proviennent notamment des pays colonisés, vont avoir des conséquences drastiques sur une quantité de phénoménale de personnes, beaucoup plus que les siècles précédents. Et par contre, à contrario, la responsabilité de ce qui est fait par ces entreprises et de ce qui est fait à cause de ces entreprises, elle est 10 000 fois plus diluée, ce qui permet peu après de faire tout ce qu'on veut comme on veut, en ayant rien à péter des conséquences, parce que de toute manière, les conséquences, elles ne vous retomberont pas dessus, quoi. Quand bien même vous êtes responsable en fait de la prise de décision, que vous avez participé au vote, que vous possédez je ne sais combien de pourcents d'entreprise, ça sera pas vous qui prendrez en fait. Et même souvent, c'est pas grand monde qui prend parce que ça va finir sur tout simplement, en fait, quand il y a des problèmes un peu juridiques, un peu lourds qui vont finir par enfin arriver, juste par des dettes à payer, par des amendes. Mais comme on le dit souvent, alors ça c'est une expression un peu plus populaire, mais quand vous avez quelque chose qui est interdit mais que la seule conséquence est de payer une amende, ça veut dire que c'est légal pour les riches. Pourquoi ? Parce que en fait, de fait, si la seule conséquence que tu as quand tu dépasses la loi, c'est de devoir payer une certaine somme, les personnes qui ont justement une grande quantité de pognon de côté, donc les riches quoi, eux ils peuvent se permettre de dépasser les lois puisque la seule conséquence c'est de lâcher des ronds et qu'ils en ont plus qu'à quoi faire. Donc en fait pour eux, il n'y a pas de problème à le faire, il n'y a pas de problème à aller dans les abus puisqu'ils sont juste à payer derrière quoi. Et puis hop, on oublie et tout va bien. Et ça, vraiment, c'est un truc qui est extrêmement récurrent dans nos sociétés, et c'est un peu ce qui se passe aussi là, dans ce qu'on voit dans les bouquins, c'est qu'en fait, en diluant la responsabilité, parce que du coup, les gens ne sont que des actionnaires, quand l'entreprise va avoir des conséquences, parce qu'elle a eu des actions qui ont été extrêmement délétères, en fait, la seule chose qui va se passer, c'est que l'entreprise va devoir payer des ronds, et puis c'est tout. Il va pas se passer grand chose de plus, et on l'a vu au cours de l'histoire, que ce soit des Total qui se font toquer parce que justement, ils polluent, ils détruisent, etc., il se passe pas grand chose, que ce soit des entreprises comme les entreprises qui malheureusement ont comme fonctionnement prévu, pensé, réfléchi, validé, d'épuiser, de détruire les employés, quitte à les pousser au suicide, etc., et qui se font choper par la loi, qui se font choper et amener en justice, il se passe pas grand chose. Au mieux, ça arrive de temps en temps, il y a un fusible qui saute. Un fusible, c'est une personne en fait qu'on va utiliser tout simplement comme bouc émissaire. En gros, c'est quelqu'un qui dans la structure va se retrouver à être accusé, à être considéré comme responsable, coupable des mauvaises actions de l'entreprise, qui du coup va prendre généralement des conséquences, que ce soit juridiques, que ce soit pénales, etc. Mais en fait derrière,
bah, on sait très bien que c'est pas cet individu tout seul en tant que tel qui a fait tout ça, en fait, qui a déclenché toute la marche, on va dire, délétère de l'entreprise. C'est juste qu'il sert justement à sauver, à protéger le reste de l'entreprise et de ses fonctionnements en étant celui qui va sauter. C'est exactement le même principe qu'un fusible. En fait, le fusible dans un système électrique, quand il y a une surcharge électrique, bah, c'est lui qui va sauter, c'est lui qui va exploser, c'est lui qui va être mise en mauvais état, mais pour que le reste du système en fait ne prenne pas de dégâts ou le moins possible. Et là en fait c'est vraiment la même genre de chose qui va se passer quand éventuellement on arrive sur des gens qui vont être considérés comme coupables dans le cas où des entreprises font des choses horribles. Bah, en fait c'est que c'est un fusible quoi. Il va sauter le Jean-Michel, mais c'est juste le Jean-Michel tout seul en fait. Et derrière on va absolument pas remettre en question et pas changer les fonctionnements de l'entreprise qui finiront de manière assez certaine à reproduire exactement les mêmes problèmes mais un peu plus tard. Et il y aura encore à nouveau quelqu'un qui sera là pour servir de fusible et sauter et protéger le reste du fonctionnement qui du coup va de nouveau rentrer dans un cycle qui va finir par reamener à la même situation encore et encore et encore. Bref, je reprends. J'en étais là. Antérieurement, dans un partenariat, chaque membre était co-responsable des dettes de l'affaire commune. Rien de tel dans une société par action. La société a des dettes, ce sont ses dettes. On ne va pas venir puiser dans la fortune personnelle des actionnaires pour rembourser les créditeurs. Si l'entreprise fait des profits, en revanche, ils ont de grandes chances de devenir leurs profits, tombant alors en dividendes dans leurs escarcelles. Cette asymétrie du risque est très incitative. On peut empocher sans limite sans jamais perdre plus que sa mise. C'est ce genre de réagencement très inventif des droits de propriété qui explique l'engouement pour la forme actionnariale, son extraordinaire développement à partir du milieu des années 19... j'ai raté une ligne, attendez. Son extraordinaire développement à partir du milieu du 19e siècle et la naissance des sociétés géantes concentrant des capitaux à une échelle jusque-là inconnue et à vrai dire à peu près impossible au sein des formes de propriété antérieures. La propriété actionnariale n'a plus grand-chose à voir avec la propriété privée des moyens de production telle qu'on pouvait la concevoir dans la première moitié du 19e siècle. On a pourtant continué longtemps à la penser selon des catégories périmées. Certains défenseurs de la libre entreprise, ayant pris conscience de ce hiatus, s'en inquiétaient. Faute de disposer d'une nouvelle justification, elle a conservé son ancienne idéologie, une idéologie dans laquelle elle se retrouve piégée. Sans sortir, rien ne servait de réaffirmer l'ancienne, largement dépassée. Il fallait alors en inventer une autre. Du côté des nouvelles théories de la firme, Eugène Fama franchit explicitement le pas, en 1980, en congédiant une catégorie qui avait fait long feu. Selon cette perspective, celle du nexus de contrat, admet-il, la propriété de la firme est un concept sans la moindre pertinence. À la question qui possède ce Léviathan, la théorie du nexus finissait par répondre « il n'y a pas de Léviathan ». Il n'y a que des contrats, un ensemble de contrats entre facteurs de production, des relations qui ne constituent aucune entité distincte, rien que l'on puisse posséder comme une chose. Alors là, pour faire un petit écho pour éventuellement celles qui n'étaient pas forcément là quand on a lu ça, en fait il y a une des théories qui avait été développée par les économistes, qui est donc la théorie du nexus de contrat. Et l'idée en fait qu'il y avait derrière, c'était de dire que l'entreprise n'existe pas en tant que telle. L'entreprise n'est que des contrats qui se retrouvent, et il se trouve que l'endroit qui est l'entreprise, c'est l'endroit où tous ces contrats se retrouvent, mais l'entreprise du coup n'existe pas. C'est juste par le hasard que à cet endroit-là se retrouvent en gros tous les contrats. Pour faire très très simple, hein. C'est très 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 grossier comme manière de présenter les choses, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée. C'était une manière en fait de dire que l'entreprise n'étant pas un individu, comme aujourd'hui, hein, à l'heure actuelle dans le droit, il faut savoir que l'entreprise est très généralement une entité considérée comme une personne morale, c'est-à-dire que du point de vue du droit, une entreprise est aussi responsable de ce qu'elle fait que vous, moi, etc. par rapport à la loi. Encore une fois, avec toutes les limites qu'il y a au fait que c'est une entreprise, donc du coup ce n'est pas une personne, l'entreprise ne peut pas vous parler, vous pouvez pas dire bonjour à l'entreprise, et l'entreprise va vous dire « Hey, salut, ça va ?» Vous vous doutez bien. Mais néanmoins, du point de vue juridique, c'est une personne morale, dans la plus grande partie de ses formes. Et donc de fait, on se retrouve dans la situation où on voulait nier ça. Parce qu'encore une fois, ça permettait notamment de, du coup, mettre de côté tout un tas de problèmes de responsabilité. Hey, salut, ça va? Oui, comment vas-tu, Felloutier? Je suis l'entreprise.
Non mais t'imagines, si tu dis bonjour, salut, ça va, et t'as l'entreprise qui te répond, quel enfer. Non, non, moi je veux pas voir ça. Hein. Oh, déjà que les entreprises c'est des vraies merdes, si en plus c'était des individus conscientants qui venaient nous dire ouais ouais, je suis une vraie merde, j'en ai rien à foutre. Quel enfer, quel enfer. Je suis fatigué, mais je suis bonne humeur. Très bien. Et bah plein de câlins pour la bonne humeur, que ça continue comme ça. La bonne humeur c'est bien. Ça change par rapport à hier, bah ouais, je me doute, je me doute. Du coup je suis perdu dans ce que je disais. Qu'est-ce que je racontais ? Oui, le Nexus du coup de contrat permettait de dire que l'entreprise n'est pas un individu, donc l'entreprise n'est pas responsable de ce qui s'y passe, ce n'est qu'une question d'individu. Et du coup, ça permettait de diluer parce que, à contrario, bah, t'avais aussi en face l'idée que, bah oui, mais du coup, les gens, bah en fait, ils sont responsables, mais vous avez vu, ils n'ont pas de pouvoir parce qu'en fait, ils sont 150 000 à prendre la décision puisque c'est l'actionnariat, etc. Donc en fait, bah, vous comprenez que, bon, voilà, en gros, il n'y a personne de responsable quand on fait des abus, quoi. C'était quand même vachement pratique, hein. Et donc bah là le fait est que comme c'est dit dans le livre, on en arrive à un moment où en fait avec l'explosion du modèle actionnarial, on se rend bien compte que ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir comme manière de voir les choses, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et donc bah, on est obligé de mettre ça en fait tout simplement en place pour avoir une nouvelle manière de penser, la manière dont on construit nos sociétés et leur interaction avec nos sociétés, mais pas entreprises du coup. Ça fait beaucoup société, dis donc. On vit vraiment dans une saucisse. Je reprends. Fama prenait ainsi acte, mais à demi seulement, de la mutation. Car s'il admettait qu'une société par action n'est la propriété de personne, il en inférait à tort, faute de prendre acte du fait qu'une société est propriétaire d'elle-même, que tous les facteurs de production qu'elle rassemble demeurent chacun la propriété de quelqu'un. Plutôt donc que de reconnaître pleinement l'originalité de la forme actionnariale, celle-là même qui a historiquement permis son essor, le fait qu'elle s'apparente, comme l'écrivait Marx, à un dépassement du capital en tant que propriété privée dans les limites du mode de production capitaliste même, il reconduisait à contretemps une conception datée de la compagnie en tant qu'association de sujets propriétaires. Waouh! Et il y a des moments où il faut s'accrocher quand même. Je vais boire un coup. Je reprends. Parmi les facteurs de production, il y a le capital. La vente des actions sur le marché primaire ayant fourni un montant initial en argent qui a été utilisé pour acheter du capital et de la technologie. Fama pense pouvoir en conclure que les actionnaires sont donc propriétaires du capital et de la technologie. Autrement dit, il ne se départit de l'illusion selon laquelle les actionnaires possèdent l'entreprise que pour mieux la remplacer par une autre, selon laquelle ils seraient propriétaires de son capital, amalgamant sous ces mots les actifs, dont seule la société est propriétaire, et les actions, dont les actionnaires sont les détenteurs. Comme vous voyez, ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas, mais ils y croient, ils y vont quand même, hein, comme d'hab. Hein. Outre le capital, il y a le travail. Mais les salariés, prétend-il, sont eux aussi porteurs d'un certain type de capital. Ils louent une portion substantielle de richesse, leur capital humain, à la firme. Cette extension métaphorique du terme de capital participe d'une tentative de refondation morale du capitalisme actionnarial sur la base d'un individualisme possessif revisité. Dans cette présentation confusionniste, qui nie les rapports de classe, le travail n'est plus l'autre du capital, juste un capital comme un autre. Qu'il soit humain ou financier, nous sommes tous des porteurs de capital, tous des capitalistes en somme. Cette rhétorique n'entend plus justifier spécifiquement les privilèges des possédants par différence avec les non-possédants, mais mettre en avant les intérêts des porteurs de capital en faisant comme si nous tous l'étions, même lorsque le dit capital se réduit, ou à peu près, à votre corps. Et là c'est vachement intéressant parce que justement en fait on est vraiment sur cette partie du livre où on voit que tout le travail des économistes et des penseurs néolibéraux c'est en fait de vraiment venir essayer de mettre une théorie qui permet de nier tout simplement les rapports de force au sein de nos sociétés. Ça permet de balayer absolument tout ce qui se passe et depuis des siècles et de dire on est tous avec les mêmes droits TKT, hein. On est tous pareils. Ouais, non mais toi qui es enfant de pauvres, eux-mêmes enfants de pauvres, etc. Vous êtes l'équivalent de Jean-Michel de la Fougassinière, héritier de la maison noble de la Fougassinière, qui est présente depuis 10 siècles en France et qui a toujours été une maison noble, riche, etc. Vous êtes équivalents, vous êtes les mêmes. TKT, vous êtes les mêmes.
Et là-dessus, on est vraiment sur le foutage de gueule assez ultime qui fait qu'aujourd'hui encore, hein, là en 2024, on a toujours cette vision du monde que ça va, si tu veux, tu peux. Parce que c'est ça aussi qui construit le mythe méritocratique derrière. Si finalement, on est tous les mêmes, si finalement, on est tous avec les mêmes droits, les mêmes réalités, et alors, si tu réussis ou si tu réussis pas, c'est ta faute, c'est ta responsabilité. Puisque finalement, on est tous les mêmes. Alors qu'on sait très bien, en vérité, que c'est du pipeau, que c'est complètement faux. C'est une création purement et simplement de tout un tas de personnes qui ont des situations privilégiées, très généralement universitaires, politiques, etc., qui, de fait, ont voulu essayer de créer, donc là, comme vous le voyez, un espèce de modèle où les travailleurs, ils vendent leur capital, TKT, au même titre que les riches propriétaires ont du capital, le vendent, le rachètent, etc. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand bien même t'es héritier d'une fortune phénoménale, non mais c'est la même chose quoi. C'est pareil, TKT quoi. Et on voit bien l'entourloupe, enfin à un moment donné, il faut pas être con quoi. On voit bien qu'on nous prend pour des glands et qu'on nous fait croire qu'on est à équivalence alors que c'est pas du tout le cas. C'est complètement faux. C'est vraiment une vision du monde mais qui est biaisée à 200%. Et encore une fois, là je parle même pas spécialement des relations en plus d'assujettissement qui se sont faits de sociétés par rapport à d'autres. Parce qu'encore une fois, si on vient rajouter les dynamiques notamment de colonisation, etc., venir me dire ah oui non mais le grand patron de LVMH c'est équivalent parce qu'il vend son capital, il achète son capital, etc., à la personne qui travaille, je sais pas moi, au Burkina Faso dans la plus misérable pauvreté parce qu'en fait toute sa nation s'est fait complètement spolier et défoncer et continue d'être défoncée par les pays européens, et notamment du coup la famille du premier. Bon, gros foutage de gueule quoi, vous voyez, c'est quand même un peu gros quoi. Je reprends. Sauf qu'il y avait un problème et de taille. Si en effet la firme et ce nexus de contrat, cet enchevêtrement de relations horizontales que l'on nous vante, qu'est-ce qui justifie, de rechef, la prééminence des intérêts actionnariaux ? Pourquoi donc l'actionnaire, contributeur parmi tant d'autres, devrait-il sortir du lot ? On ne le voit pas bien. Si l'entreprise est considérée comme un nexus de contrats, et en particulier de contrats avec différents fournisseurs d'apport, il n'y a a priori aucune raison de réserver un traitement préférentiel aux actionnaires. Ce qui semble aboutir à ôter toute légitimité à l'hypothèse centrale de la théorie de l'agence, selon laquelle les managers sont les agents exclusifs des seuls actionnaires. Parce que la théorie du nexus gagnait d'un côté, elle semblait donc le perdre de l'autre. En arasant les positions de tous, elle sapait le fondement de la primauté réservée à certains. Pour quelle raison doit-il y avoir un agent central qui rafle la mise ? C'est la question têtue qui qu'auront toujours à affronter ceux qui cherchent à légitimer l'existence d'une organisation sociale fondée sur le profit. Tout simplement, pour vous le dire autrement et avec des termes peut-être un peu plus simples que les différentes théories de l'agent, etc., pourquoi, fondamentalement, dès que tu veux essayer de défendre le modèle capitaliste, tu vas te retrouver avec la situation où tu dois répondre à pourquoi est-ce que je dois justifier l'inégalité ? Pourquoi est-ce que je dois justifier que certains ont le droit à plus et d'autres non ? Comment je fais pour justifier le fait que ce modèle soit de manière inhérente quelque chose qui ne permet pas à tous d'être à équivalence ? Alors même que en même temps, j'essaye de justifier le fait que justement cette société est une société égalitaire, parce que le fondement même de l'idéologie capitaliste, c'est de dire non mais du coup on est tous à équivalence, donc en fait on est tous à égalité, donc on est pareil quoi. Sauf que fondamentalement, ce modèle-là, de fait, dans les faits purement factuels, ne permet pas ça, ne peut pas le permettre d'aucune manière, puisque le modèle capitaliste, ça consiste à capitaliser, donc à avoir que certains aient et que d'autres n'aient pas. Donc on n'est pas à équivalence. Et ça c'est vraiment le paradoxe qu'il faut essayer de défendre à tout prix et de trouver un moyen de contourner quand justement tu es un économiste et que tu essayes de justifier l'intérêt de ce modèle et de justifier que c'est le meilleur ou en tout cas le moins pire des modèles, etc. Dans leur article de 1972, Alchian et Demsetz formulaient une théorie de la resquille qui allait servir de base à l'argument général. Dans tout collectif de travail, il va forcément y avoir, affirmait-il, des tirs au flanc. Certains vont se dérober à leurs tâches, se décharger de leurs efforts sur les autres, empochant ainsi les fruits du travail commun sans y avoir dûment contribué. Pour éradiquer ce genre de comportement, poursuivent-ils, il faut commencer par les repérer, ce qui implique toute une activité d'inspection qui a elle-même un coût. D'où cette interrogation. Comment réduire ces coûts de détection ?
Un bon moyen serait qu'un membre de l'équipe, se spécialisant dans cette tâche, passe son temps à surveiller ses anciens camarades. Ouais, mais qu'est-ce qui nous assure qu'il ne va pas à son tour esquiller, faire semblant de contrôler avec zèle alors qu'il ferme les yeux? Une antique question ressurgit. Mais qui va surveiller le surveillant? Les néolibéraux font du juvénal sans inverser les termes du problème de départ. Tandis que la formule classique pointait la menace d'un abus de pouvoir de la part d'un contrôleur devenu lui-même hors de contrôle, c'est ici le risque opposé que l'on redoute. Que le surveillant ne surveille pas assez, que lui aussi se mette à lambiner. Comment faire, donc, non pas pour limiter son pouvoir pour surveillance, mais le maximiser, pour pousser cet agent à épier le plus diligemment possible les moindres faits et gestes des membres de l'équipe. Ça donne envie, hein, leur vision du monde. Hein. C'est quelque chose, hein. Ah franchement, c'est incroyable. Hein. Et là, du coup, repensez à un truc. Hein. Repensez au live d'hier où on a fait du react sur les ouin-ouin de patrons. Et repensez à cette entreprise où tu avais un Jean-Michel qui te expliquait que oh, c'est dur d'être patron, c'est épuisant, tant de travail, etc. Et que dans le même temps, il nous expliquait qu'il n'avait pas de commandes depuis 3 mois, mais qu'il avait fait aucun démarchage pour avoir des commandes. Il attendait qu'il y ait des clients qui arrivent. Il attendait à son bureau qu'on l'appelle. Depuis plus de 3 mois, pas une seule commande. Et le mec, il était là, en train d'attendre qu'un client, éventuellement, vienne lui faire une commande. Je sais pas pourquoi, mais de vous à moi, je crois que c'est pas les mecs qui étaient dans l'atelier en train de faire ce qu'ils pouvaient, qui étaient en train de lambiner. Mais bon, hein. Voilà. Et bonjour John, j'espère que tu vas bien. En tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. On voit bien le foutage de gueule, hein, vraiment le patronat et globalement les économistes hein, qui sont main dans la main avec LE. Hein, vraiment, hein, c'est une vaste blague. Hein, c'est vraiment quelque chose qui se fout de la gueule du monde. Hein, mais à un niveau, c'est juste incroyable. C'est juste purement et simplement incroyable. Ils se foutent de la gueule du monde et ils y vont, mais alors sans même se remettre en question une seconde. Hein. Il n'y a pas un moment où ils se disent peut-être qu'on se fout un peu trop de la gueule du monde. Non, c'est TKT, c'est bon, go, allez, à 200%, go. Vraiment, foutage de gueule 2000. Bref, je reprends la lecture. La réponse, l'argent. La solution à laquelle l'équipe va rationnellement se résoudre, nous disent Alchian et Demzet, sera de verser au superviseur, en échange de ses bons et loyaux services, le résidu des bénéfices engendrés par l'activité de Toast, une fois retranchés les salaires, les frais de fonctionnement et autres coûts de production. Le surveillant en chef, récipiendaire de la part restante, aura donc le statut de prétendant résiduel. Ses revenus, son gain personnel étant fonction du bénéfice total engendré par l'équipe, il aura personnellement intérêt à la discipliner pour qu'elle dégage le plus de profit possible. Waouh! Incroyable! Et c'est quand même marrant parce que, vous voyez, ces mecs-là se disent « Ah, il faut qu'on mette un chef. C'est une nécessité absolue, il faut mettre un chef pour pousser les autres. » Mais leur logique, elle aurait pu faire différente. Par exemple, elle aurait pu se dire bah, « Si on reverse de manière égale aux travailleuses ce qu'elles génèrent, bah, peut-être que du coup, ça va les motiver à travailler comme il le faudrait. Parce que de toute manière, tout un chacun va toucher, du coup, plus, s'il travaille plus. » Mais non. PTDR, on préfère mettre un chef. Vraiment, c'est... Bref. Mais encore faut-il qu'il dispose des moyens pour le faire, ce qui implique qu'il puisse à sa guise distribuer sanctions et récompenses. Il est indispensable que le superviseur soit doté de tels pouvoirs, dont au premier chef celui de licencier, écrit un autre auteur de ce courant, c'est parce qu'un tel personnage doit toujours être en mesure de frapper s'il le souhaite. Vraiment. Les mecs qui sont là en train de... Enfin, en même temps, c'est au niveau de tout ce qu'on a lu jusqu'à présent. Hein. Mais vraiment, leur vision du monde, c'est... il faut faire peur. Il faut faire peur et il faut être violent. C'est comme ça que la société marche. Ouais. Franchement, modèle de société excellent. On va mettre tout le monde au pas en leur faisant flipper leur race. Vraiment, meilleur plan de société du monde. Hein. Ah là là. Cet avenir va être incroyable et brillant. Quel enfer. Et quel enfer! Je reprends. C'est parce qu'un tel personnage doit toujours être en mesure de frapper s'il le souhaite. Les travailleurs d'une terreur divine. D'où cette définition.
La firme, conclut Alchian et Demzetz, doit être conçue comme l'appareil de police particulier destiné à la production en équipe. On ne saurait mieux dire. Ah ça, c'est clair qu'au moins, on peut pas leur retirer qu'ils sont dans une certaine franchise. Ouais, ça, on peut pas leur enlever. Les mecs, ils ont parfaitement conscience. Ils voient pas le problème de ce qu'ils disent, mais ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils font. Je pense que c'est peut-être ça le plus effrayant, le plus effarant là-dedans, c'est de voir à quel point les mecs énoncent de manière très claire leur projet, sans voir le problème de leur projet. Genre vraiment, ils ne voient pas en quoi c'est un problème, leur modèle de société, leur modèle de régenter la société. Ils voient pas le souci, et ils te le disent de manière super claire, voilà, nous on va faire ça comme ça. Et genre vraiment, c'est en mode, bah ouais, ok, tranquille, ils ok quoi, franchement, pas de problème, c'est bien, c'est parfait. Et tu te dis, mais what the fuck quoi? What the fuck? Genre vraiment, enfin... Être une sombre merde, apparemment, ça vous dérange pas, et puis l'afficher partout, ça vous dérange pas. Bon bah non, ok. C'est quelque chose. Je reprends. Aux théories autogestionnaires qui fleurissent à l'époque, ils opposent donc une théorie policière de la firme. Le présupposé qui commande cette reconstruction rationnelle est qu'une équipe ne saurait coopérer efficacement sans un surveillant en chef, et que lui-même ne peut jouer pleinement son rôle sans s'approprier une part des bénéfices. On a là une généalogie policière de l'entreprise capitaliste, qui dit au fond ceci: toute équipe a besoin d'un flic, d'un garde-chiourme, d'un contremaître, et celui-ci, pour remplir efficacement sa tâche, doit avoir le droit de se payer sur la bête. Littéralement, les mecs ne peuvent pas penser autrement que comme des connards. Genre vraiment, faut remettre le contexte. Ça a été dit au début là, du chapitre avec le haut théorie autogestionnaire qui fleurissait à l'époque. Là, on est dans un contexte années 70, années 80, où grosso merdo, on a quand même beaucoup de mouvements faits par pas mal de populations qui consistent à dire, non, le modèle de société c'est de la merde, les travailleuses, on va se mettre à travailler ensemble, on va essayer de changer comment est-ce que les choses se mettent en place, et notamment on va essayer de remettre les travailleuses au centre de la question du travail en fait, et pas les patrons, et pas leur envie, et pas les actionnaires, etc. Sauf que, évidemment, les personnes qui sont en situation de pouvoir, donc les patrons, les actionnaires, les politiques, etc., ils voient pas d'un bon œil ce changement-là. Ils voient absolument pas d'un bon œil que les travailleuses sont en train de se dire « Oh bah tiens, en fait, on va s'auto-organiser. Oh bah tiens, en fait, on va essayer de faire des trucs où on a les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes obligations, on va se respecter les uns les autres, etc. » Bien sûr que non, parce que si tu fais ça, ça veut dire que leur situation d'avantage, elle va disparaître. Donc bah du coup il faut absolument trouver quelque chose pour l'empêcher ça. Et quel meilleur moyen d'empêcher ça que de mettre en place une force de répression? En l'occurrence, bah en fait un contremaître, un policier au sein de l'équipe de travail, quelqu'un qui est en plus vraiment mis en porte-à-faux par rapport aux autres, parce que la réflexion elle faut aussi la pousser. Si t'as un contremaître qui est en train de toucher du coup plus de thunes sur le travail des autres, ça sous-entend que les autres ils en ont conscience à un moment donné. Ils voient bien que le contremaître il est en train de les pousser et qu'il se fait des ronds sur leur dos. Donc ça va forcément créer un cadre dans lequel le contremaître n'est pas avec les travailleuses. Il ne pourra pas les soutenir, il ne pourra pas les aider parce que factuellement, la structuration même du truc fait qu'il ne pourra pas avoir cette position-là. Il est l'ennemi du groupe. Il ne peut pas être autrement puisqu'il est là pour les surveiller, il est là pour les policer et il est là pour derrière en plus se faire des thunes sur leur profit à eux. Donc de fait, partant de là, forcément il y a une opposition factuelle qui se met en place, qui les pousse à rentrer dans un mode de concurrence, dans un mode où justement c'est un ennemi, et au contrario, les travailleuses sont l'ennemi du contremaître, qui en a parfaitement conscience aussi, parce qu'il est là pour les policiers, il est là pour les punir. Encore une fois, c'est dit juste avant, il faut qu'il soit en mesure de leur inspirer une terreur divine, pour citer exactement le propos du coup de Demst et Alchiant. Donc on est vraiment sur une vision du monde qui est tellement dégueulasse, tellement juste dans la domination quoi. Et c'est là où en plus de ça, faut bien du coup se rendre compte que depuis tout à l'heure, je vous parle de tout un tas d'auteurs et globalement depuis le début des lectures sur Grégoire Chamaillou, on parle surtout d'auteurs mecs cis blancs hétéro valides pour la quasi-totalité. Donc faut bien se rendre compte que tous les problèmes d'oppression, tous les problèmes de structuration de la société patriarcale, raciste, etc., il se reflète là-dedans aussi, en fait. Ça sort pas de nulle part, cette vision, par la domination de l'autre. C'est parce que c'est notamment des mecs qui sont dans une situation où c'est comme ça qu'on leur apprend à vivre, c'est comme ça qu'on leur apprend la société, c'est comme ça qu'ils veulent pérenniser cette société parce qu'elle leur a leur avantage. Tous ces mecs-là, ils ont pas envie de voir
quoi que ce soit changer puisqu'ils sont dans la situation de force. Encore une fois, ils vont pas venir se tirer une balle dans le pied en se disant ah bah tiens, finalement on va mettre tout le monde à égalité et du coup nous retirer notre situation d'avantage. Bien sûr que non. Ils ont envie que les personnes racisées continuent à être globalement exploitées. Ils ont envie que les femmes continuent à être exploitées. Ils ont envie que les riches continuent à être riches et que les pauvres continuent à être pauvres. Ils ont absolument pas envie de changer quoi que ce soit à ça. Et l'auto-organisation, etc., bah, c'est pas possible. Parce que si tu mets ça en place, bah, c'est fini en fait cette situation-là. Elle ne pourra pas rester pérenne. Donc il faut absolument casser ça. Et quel meilleur moyen que de mettre en place de la police dans la société de manière générale, hein. C'est ce que fait d'ailleurs aujourd'hui les forces de l'ordre, hein. La police, c'est toujours un problème dans les États, parce que c'est là pour maintenir l'État, c'est pas là pour le bien commun. On peut te construire tous les narratifs que tu veux en te disant oui mais si t'es policier c'est pour protéger les gens, etc. C'est faux, t'es pas là pour protéger les gens, t'es là pour protéger certains gens. Et partant de là, bah, en fait tu te rends bien compte que t'es là pour protéger l'État, t'es là pour protéger la structuration de la société telle qu'elle est, pour la faire maintenir, mais t'es pas là pour le bien commun en fait. Tu seras jamais là pour le bien commun. C'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Bref, je reprends. Voilà donc la petite histoire, la légende simplette de la naissance du patron. Alchian et Demzetz renversent l'ancienne logique, celle de justification patrimoniale de l'autorité. Le contrôle ne dérive plus du droit de propriété. Au contraire, c'est l'appropriation qui est représentée comme découlant des réquisites du contrôle. Dès lors, la captation des profits apparaît comme un procédé garantissant le zèle de l'argent, central par un mécanisme d'intéressement. Une simple affaire de gouvernance. Leur reconstitution se fonde cependant moins sur des vérités historiques que sur des raisonnements hypothétiques et conditionnels, comme à chaque fois. Incroyablement, vraiment, c'est le truc qui est récurrent à chaque fois, il y a une nouvelle théorie économique qui du coup va mettre en place comment est-ce qu'on fait nos sociétés, et ça se base sur le doigt mouillé et le vent. Voilà, moi je le sentais, j'ai fait un rêve, écoute, dans ce rêve ça marchait comme ça, donc je me suis dit allez vas-y go, on fait ça. J'y crois. Non, la réalité ça correspond pas, moi je m'en branle, ça passe, c'est mon explication du monde donc c'est comme ça. Et vraiment c'est comme ça à chaque fois. Tous les économistes presque qu'on voit depuis le début, c'est moi je le sens dans ce sens-là donc on va le faire dans ce sens-là, point. Basé sur quoi? Oh bof, mon pif, voilà, je le sentais bien, donc voilà. Ok, très bien, bravo. Je reprends. À ce récit imaginaire de l'origine de la firme, on peut opposer une autre généalogie, tout aussi fictive, mais plus vraisemblable. La voici. Au sein de l'équipe originaire, un tir au flanc plus malin que les autres réfléchit et s'avise qu'il pourrait resquiller mieux encore. Au lieu de se contenter de se décharger d'une partie de l'effort sur ses coéquipiers, ne pourrait-il pas tout bonnement cesser de participer aux tâches productives? À ses voisins, homme grossier et facile à séduire, il tient l'équivalent du discours d'Alchian et Demzetz et réussit à les amener à son but, se placer au-dessus de l'équipe et empocher personnellement au motif d'assurer d'indispensables fonctionnements de surveillance une grande part des bénéfices communs. Sous des dehors de nouveautés, cette façon de présenter la captation de profit comme la juste rétribution d'une tâche de supervision de travail répétait en réalité de très anciennes apologies de la domination. Un trope dont Marx se moquait déjà il y a longtemps, en citant un défenseur américain de l'esclavage, estimant fort raisonnable que, je ne citerai pas ce mot, personne racisée, vous doutez bien que c'est pas c'est le N-word, hein, voilà, soit contraint de verser par son travail une juste indemnité à celui qui dépense son activité, son talent à en faire un être utile à la société et à lui-même. Waouh! Ah ouais, ah bah l'esclavage, hein, ouais, ok, très bien. Ah non mais c'est quelque chose, hein. Encore une fois c'est quelque chose, hein. Être une sombre merde, c'est un travail constant, hein, putain. Je continue. Il va sans dire, poursuivit Marx, que pour les économistes, l'ouvrier salarié, de même que l'esclave, doit avoir un maître pour le faire travailler et le diriger. Nécessairement, ce rapport de maître à serviteur étant admis, il est dans l'ordre que l'ouvrier salarié soit contraint à produire non seulement son salaire, mais le salaire de celui qui est son maître et son surveillant. Le postulat commun est celui d'une hétéronomie fondamentale des travailleurs, réputés par nature incapables de se conduire par eux-mêmes leur activité productive. D'où l'on déduit la nécessité d'un maître et le bien fondé de son accaparement des profits.
C'est la même rhétorique que la colonisation qui apporte la civilisation. Ah bah oui, oui, complètement, c'est exactement la même, hein, mais à 200%. Parce que c'est le modèle, encore une fois, de la domination, domination sur autrui, et là en l'occurrence domination sur les personnes racisées, sur les populations racisées. C'est vraiment juste immonde. Encore une fois, on a un peu trop l'habitude, mais ouais. C'est toujours chaud à lire quand même. Bon, là on arrive sur une théorie bien éclatée. Évidemment, c'est la théorie qu'il faut toujours un chef parce que de toute façon le peuple il est con. Hein, parce que du coup je saute un petit peu sur la fin du paragraphe. On en est en fait à cette vision, il faut absolument un chef parce qu'en fait la population travailleuse, par définition, dans la vision en fait des capitalistes, et encore une fois du coup des populations qui sont déjà en situation de pouvoir, et elles sont en situation de pouvoir parce qu'il y a le mérite d'être en situation de pouvoir. Et elles ont la connaissance, elles ont la culture, et elles sont légitimes à être les personnes qui dominent. Et effectivement, tu vas avoir du coup très rapidement le problème, c'est que ça t'amène à des pensées comme Lordon aussi. Voilà. Plutôt, Lordon va très facilement du coup se corroborer à ce genre de vision du monde, et c'est éclaté au sol. C'est pas sans raison si moi je viens tacler Lordon quand justement il a ce discours-là, c'est parce que ce discours-là, ça fait écho à tout ça. Ça fait écho à tout ce travail fait par tout un tas de grosses merdes humaines qui veulent tout simplement régenter la société par des rapports de force et des dominations imposées à l'avantage d'un tout petit groupe, qui évidemment est le leur. Et Lordon, il va pas découper beaucoup plus loin que ça. Hein. Si vous prenez un Lordon, sa vision politique des choses, c'est qu'il faut un tyran, mais un tyran éclairé. Et évidemment, un tyran éclairé, ça serait lui et ses copains. Hein. Donc vraiment, t'es toujours dans cette vision du monde qu'au final, c'est quand même marrant parce que tous ces mecs-là, parce qu'encore une fois, c'est quasiment systématiquement des mecs. Enfin, vous prenez Lordon, c'est l'archétype même du bourgeois, blanc, hétéro, valide, cis, enfin... Vraiment, toutes les cases du bingo, enfin, toutes les cases du bingo sont cochées à chaque fois. C'est quasi systématique. Et c'est toujours ces petits plats qui vont venir t'expliquer, alors qu'ils sont déjà en situation de pouvoir, que pour notre propre bien, on doit leur donner plus de pouvoir. Bah non, en fait, on voit bien que la société, à l'heure actuelle, elle va pas, en fait. Elle va pas parce que justement, elle est déséquilibrée. Elle va pas parce que justement, il y a des rapports de domination. Elle va pas parce que justement, vous êtes déjà en train de faire de la merde, alors que vous avez déjà trop de pouvoir. On va pas vous en donner plus. Enfin, réfléchissez 30 secondes. Enfin, à un moment donné... ça me fait vraiment vraiment un peu péter un câble. Mais voilà, encore une fois, c'est pas trop la surprise parce que c'est très récurrent. C'est très récurrent d'avoir cette vision-là du monde et qui est très largement répandue parce que ce travail a été mis en place pendant littéralement des décennies par tout un tas de penseurs et du coup de fait par les personnes qui sont en situation de pouvoir, qui ont le rapport de force pour permettre de largement partager et imposer ce point de vue. Si aujourd'hui vous avez des gens qui se revendiquent de la gauche comme un Lordon et qui sont infoutus, incapables de remettre en question ce modèle de pensée, c'est parce que ça montre bien à quel point ce modèle de pensée il a complètement infusé à tous les niveaux de nos sociétés en fait. Et à quel point c'est difficile de pouvoir justement le remettre en question, de pouvoir un peu le questionner, se dire ah bah non il y a un truc qui va pas en fait là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple pour beaucoup de gens parce qu'on ne prend pas le temps, parce que c'est des fondements sur lesquels en fait on a accepté que c'est un présupposé exact. On part du principe que c'est comme ça et puis c'est tout. Et on va construire à partir de ça, mais on va pas remettre en question ça. Et vraiment c'est d'une tristesse. Ça montre à quel point ces mecs-là sont médiocres. Parce qu'en plus de ça, ces mecs-là sont toujours mis en avant comme des espèces de génies. Vous prenez un Lordon, il est mis en avant dans tellement de milieux à gauche, comme quoi c'est un espèce de génie de la pensée de gauche qui va nous permettre de révolutionner nos modèles de société. Littéralement, son discours, c'est le même que les économistes de droite néolibéraux des années 70. En quoi est-ce que c'est un trait de génie que de reprendre strictement, quasiment mot pour mot, tous les bagages, tous les langages, tous les projets des néolibéraux des années 70 ? Vraiment, moi je veux bien qu'on me dise ah vas-y c'est un génie, mais il va falloir m'expliquer facilement et rapidement comment c'est possible que ce soit un génie alors que c'est strictement le même discours, la même manière de voir le monde, la même manière de vouloir régenter le monde que les pires raclures de droite et d'extrême droite néolibérale en fait. Parce que pour moi ça a juste l'air d'être un vieux truc rance nul à chier en fait. Et encore une fois, ça montre à quel point ces types-là, très loin d'être des génies, ils sont même pas foutus de questionner ce rapport de force, ils sont même pas foutus de questionner la base même de leurs présupposés. Ils partent du principe que c'est une vérité d'ordre général et ils construisent par-dessus, mais à aucun moment ils sont capables de se dire est-ce que c'est vraiment une vérité d'ordre général ? Est-ce que vraiment c'est un truc universel qui fonctionne comme ça ?
Est-ce que vraiment, il n'y a pas besoin de le questionner? C'est juste absolument absent de leur manière de penser, quoi. Et ça me fume, ça me fume. Bref, je reprends. Cette généalogie du pouvoir patronal occulte cependant une dimension essentielle de cette même activité. Nos économistes font comme si la surveillance ne s'exerçait que pour débusquer des tirs au flanc. Or, c'est oublier que cet appareil de police a au moins une autre grande utilité, au sujet de laquelle Marx, à contrario, se montrait moins pudique. Le travail de surveillance se développe inévitablement dans toutes les productions qui ont pour base l'antagonisme entre l'ouvrier, producteur immédiat, et le propriétaire des moyens de production. Il a l'air gros cerveau parce qu'il dit prolétaire et parle de lutte des classes. Ouais, enfin, il le fait viteuf, hein. Il le fait très viteuf, hein. Parce que, enfin, je sais pas, moi, quand tu écoutes 30 secondes et qu'il vient et qu'il te dit un truc du genre ah oui, mais l'anarchie, ça peut pas marcher parce que vous comprenez, c'est le chaos. Déjà, t'es là en mode attends, mec, tu sais même pas de quoi tu parles. Enfin, si l'anarchie c'est le chaos, t'as juste pas compris ce que c'est que l'anarchie en fait. Enfin, et ça, vraiment, je vois pas comment des gens qui se disent très très à gauche, parce que c'est le cas, hein, c'est notamment des gens très très à gauche qui m'ont déjà sorti que Lordon, etc., c'est des génies, qu'il faut les écouter parce que vraiment leur parole est d'or, etc. T'es là en mode, enfin, vraiment. Vous êtes des tanches à ce niveau-là, c'est pas possible. Enfin, vraiment, moi j'ai vu des gens que j'estime, en tout cas que j'estimais à une époque être des camarades, qui appartiennent notamment au PCF, hein, qui sont là en train de me dire que des gens comme Lordon, c'est des génies qui nous montrent comment faire la révolution prolétaire. Et t'es là en mode, enfin, t'as rien compris quoi, c'est pas possible. Tu l'as écouté ou pas? Et vraiment, tu vois que dans leur tête, ils voient pas le problème quoi. Dans leur tête, vraiment, c'est oui, non, Lordon c'est bon quoi. Ah oui, il est plus que claqué, hein. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Je sais pas si t'avais été là au moment où on a fait la lecture Otso, mais on a fait une lecture d'un livre de Lordon. Oh putain de merde, c'était une purge. Oh, c'était dur. Hein. S'il y a une chose que je vous conseille de ne jamais faire dans votre vie, c'est bien une lecture d'un livre de Lordon. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est vraiment pas bien. Hein. Oh là là, il y avait tellement tout qui allait pas. On a commencé le bouquin, la toute première partie du bouquin de Lordon, ça consiste à dire si t'es d'accord avec moi, bah c'est que t'as compris ce que j'ai dit. Si t'as pas compris, bah en fait tu seras pas d'accord avec moi. Voilà. Littéralement le mec, sa première truc, sa toute première take dans le bouquin, c'est de te dire soit tu trouves qu'il a raison et alors c'est parce que t'as compris, soit tu trouves qu'il a pas raison et alors c'est parce que t'as pas compris, donc retravaille et essaye de comprendre. Et vraiment t'es là en mode ça va les chevilles, hein. Au con. Ça va les chevilles, hein. Oh. Et après, tout le reste du bouquin, c'est dans la même veine. Hein. Tout le reste du bouquin, c'est oui, mais moi j'ai raison, ils font un tyran éclairé, et puis c'est tout. Et puis d'ailleurs, moi, bah, je suis bien placé pour savoir qui est un bon tyran éclairé, parce que bah, moi je connais. Tu comprends, moi je suis savant. Moi j'ai fait des études. Regarde, je te cite Spinoza toutes les 5 secondes. Ça montre bien que je sais des choses, alors que toi, bon, bah, t'es quelqu'un du peuple et tu comprends pas. Sauf si t'es d'accord avec moi. Si t'es d'accord avec moi, bah, du coup, tu comprends qu'il faut me laisser le pouvoir, parce que bah, je suis quelqu'un qui sait. C'est là en mode waouh, waouh. Eh ben, faut pas trembler des genoux, hein. Pour écrire ça et le publier, faut vraiment pas trembler des genoux, hein. Oh là là. Macron, hein, je connais, mais parce que c'est la même logique. C'est toujours la même logique, hein. Encore une fois, on est sur le même modèle de population. Vous êtes sur des bourgeois, blancs, des mecs, hétéros, cis, valides, etc. Vous êtes pile poil sur l'archétype de population qui, actuellement, est en train de bénéficier absolument et totalement de ce modèle de société. Donc en fait, ça produit les mêmes fonctionnements. Ils ne peuvent que produire les mêmes fonctionnements. Ils peuvent avoir un discours qui est plus ou moins à droite. Notez bien que je parle que de la droite, pas à gauche. Hein. Voilà, c'est pas sans raison. Ils peuvent avoir un discours qui est plus ou moins marqué à droite, mais fondamentalement, leur mécanisme est le même. Leur mécanisme est pile poil le même. Parce qu'ils sont issus du même moule. Ils sont issus du même moule, ils sont mis dans le même contexte, avec du coup bah, les mêmes débouchés, en fait. Ça ne peut pas produire autre chose. C'est comme si, un truc con, hein, je prends un marteau, je vous tape sur le genou. Je prends un deuxième marteau, je vous tape sur le genou. Et vous comprenez pas pourquoi vous avez mal dans les deux cas. Bah, dans tous les cas, en fait, j'ai pris un marteau, je vous ai tapé sur le genou. Vous voyez? Donc forcément, ça va faire la même chose. Il va se passer exactement le même truc, même si c'est pas le même marteau. Le contexte, les conditions sont les mêmes, donc ça va produire la même réponse. C'est le même outil, donc il va se passer la même chose en fait. Ça ne peut pas produire autre chose que ça. Et vraiment, c'est ça le truc qui me fait péter un câble, c'est qu'aujourd'hui, on continue, et notamment dans les mouvements militants de gauche, hein, à toujours vouloir apporter des nouvelles réponses, à espérer d'avoir de nouvelles réponses, mais en utilisant toujours les mêmes outils. Alors ok, cette fois-ci, c'est pas le premier marteau qu'on avait, on a pris le deuxième marteau, bah très bien, mais c'est toujours un marteau.
Donc en fait, on va toujours avoir les mêmes réponses. Et c'est pas sans raison si aujourd'hui vous vous retrouvez avec des députés à la con, du genre vous avez Léon Desfontaines qui vient vous taper sur les travailleuses du sexe, encore une fois, avec les pires techs sexistes de l'enfer, et vous êtes là en train de lui dire non mais mec, juste ferme ta bouche en fait, tu te rends pas compte à quel point ce que tu dis est éclaté au sol, à quel point t'es juste, mais le mec nul, politique nul de base. Et le mec comprend pas, le mec va te dire que tu divises la gauche, le mec va te dire que il faudrait faire front commun, derrière lui évidemment, et ils comprennent pas qu'en fait à un moment donné, si on a envie d'avoir de nouvelles théories, si on a envie d'avoir de nouvelles constructions sociales, si on a envie de remettre en question les modèles de société, bah en fait il faut arrêter d'utiliser les mêmes outils pour penser nos sociétés. Tant qu'on va continuer à se baser et à réutiliser toujours des mecs cis, blancs, hétéros, valides, bourgeois comme modèle de pensée, comme penseurs, comme révolutionnaires, etc., on va produire exactement les mêmes choses. À un moment donné, il faut bien se rendre compte que ce qu'il nous faut, c'est des gens qui sont queer, c'est des gens qui sont racisés, il nous faut des meufs, il nous faut quelque chose d'autre en fait. Si on continue à rester sur les mêmes modèles à chaque fois, on va reproduire strictement à chaque fois les mêmes résultats. Ça ne peut pas faire autre chose. Et c'est ça le truc qui vraiment me fait péter un câble. Quand j'en vois qui viennent mettre en avant des Bernard Friot, etc., ok, Friot, sur certains trucs, je trouve que ça va, ça peut être pertinent. Mais en fait, il est là le truc. Parfois, sur certains trucs, ça peut être pertinent. À plein d'autres moments, c'est juste éclaté au sol parce que ça reste un mec cis, blanc, hétéro, valide, bourgeois, qui du coup fait exactement les mêmes choses que tous les autres mecs cis, blancs, hétéro, valide, bourgeois. Il reproduit le même truc. Il refait exactement les mêmes choses. Même si parfois, il arrive à sortir à peu près le bon truc au bon moment. Très bien, bravo. Mais tellement d'autres moments, il le fait pas. Et c'est ça aussi qui me fait moi beaucoup péter un câble dans tout ce qui est le militantisme, c'est de voir que systématiquement, on va vous mettre en avant ces 2-3 moments où ils arrivent à dire un truc qui est pas trop éclaté au sol, un truc qui est pas trop con, voire même qui est plutôt bien, et de dire ah bah mais vous avez vu c'est tellement un bon penseur, c'est tellement incroyable. Par contre on va nier tous les autres moments où ça va être de la grosse merde, tous les autres moments où il va dire des trucs qui sont absolument éclatés, qui sont complètement nuls à chier, qui sont complètement oppressifs, etc. Ça on va le mettre de côté, on va dire non bah, ça va, il a fait une erreur, c'est bon. Et puis on reste sur le même modèle encore. Et à côté, par contre, les personnes qui sont encore une fois queer, racisées, etc. Bref, tous les modèles de fonctionnement assez alternatifs qui seraient pertinents d'écouter, bah ça non. Ça on va dire, ah bah non, regarde, là cette fois-ci il y a eu une tech, moi ça m'a pas plu donc c'est pas possible. Ah, sauf que le ratio en fait c'est pas le même. Tout le monde fait des erreurs, ça c'est une évidence. Strictement tout le monde fait des erreurs, vous, moi, tout le monde. Par contre, faut voir le ratio. Le Bernard Friot, le Lordon, etc. Une fois, il te donne un bon truc, le reste du temps, il fait de la merde. En général, les militants et les militantes, qui sont justement donc bien différents de ce profil-là, bah, généralement, ils disent beaucoup de trucs très très bien, et une fois de temps en temps, ils font une erreur. Bah ouais. Mais on continue d'écouter les premiers et on continue à négliger les autres. Et encore une fois, c'est pas une question d'individu, hein, qu'on soit bien d'accord, là, je vais replacer ce que je vous dis à chaque fois. Hein. C'est pas une question de venir cibler l'individu, ça n'a pas de sens. C'est une question de système. On est dans des systèmes où, de fait, on a régenté notre société par des systèmes oppressifs, par des systèmes de domination. Donc, de fait, des populations qui sont oppressées, qui sont dominées, bah, les fonctionnements continuent. Mais justement parce qu'on en a conscience, il faut essayer d'autant plus de se battre contre ça. Il faut essayer d'autant plus de renverser cette situation-là. Quand bien même c'est extrêmement difficile. Bref, je reprends la lecture. Au cas où vous ne l'avez pas compris, je déteste Lordon. J'en étais... Là. Cette généalogie du pouvoir patronal occulte cependant une dimension essentielle de cette même activité. Nos économistes font comme si la surveillance ne s'exerçait que pour débusquer des tirs au flanc. Or, c'est oublier que cet appareil de police a au moins une grande utilité, au sujet de laquelle Marx, à contrario, se montre moins pudique. Le travail de surveillance se développe inévitablement dans toutes les productions qui ont pour base l'antagonisme entre l'ouvrier, le producteur immédiat, et le propriétaire des moyens de production. Le paradoxe est aussi que ces économistes font une apologie de la surveillance hiérarchique, énoncée au nom de l'efficience économique au moment même où, dans le monde réel des entreprises américaines, beaucoup, y compris, comme on l'a vu, bon nombre de théoriciens de management s'accordent pour diagnostiquer une crise du contrôle disciplinaire du travail, ses coûts, ses contre-finalités, son inefficience. Donc là, j'ai relu un petit peu un passage pour bien nous remettre dedans. Ce qui est montré, en fait, c'est qu'on a vraiment, à ce moment-là, dans les années 70-80, un retravail de la théorie, en fait, de la surveillance, etc., qui consiste à dire il faut absolument un chef. Il faut un flic au sein des structures de travail pour fliquer, pour pouvoir punir,
pour pouvoir faire peur, etc. Et en fait, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que toute cette remise en question des modèles de société capitaliste, cette restructuration de la manière de présenter et de faire le capitalisme, elle a été entamée parce que justement, on était allé sur un modèle de société capitaliste où on était de plus en plus dans le contrôle, dans le flicage, et que ça a produit les pires résultats possibles. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, parce que justement ils ont mis du contrôle à tous les niveaux, ils se sont rendus compte qu'absolument tout partait en cacahuète, qu'il y avait des grèves sur des grèves sur des grèves sur des grèves qui étaient en train de se mettre en place, que vraiment les travailleuses étaient en train de s'auto-organiser parce que c'était plus possible. Donc ils ont fait tout ce travail-là de redynamiser, de repenser leur modèle, de se dire bon, il faut qu'on trouve un moyen de quand même continuer à bien niquer tout le monde, mais pas en faisant de manière pas évidente un contrôle. Et on en arrive au bout de à peu près 30 ans, 40 ans de retravail de ces idées-là, à bah en fait on va faire la même chose qu'avant. Allez, on remet des flics partout. TKT, ça passe. Et c'est là où vous vous dites, mais vous vous rendez compte à quel point ces mecs-là sont médiocres? Tout leur modèle de reconstruction, tout leur modèle de pensée est incapable de se réinventer. C'est-à-dire que même quand ils sont dans la nécessité absolue de devoir se réinventer, de devoir remettre tout en question parce que de fait ça ne marche pas, parce que de fait tout est en train de se casser, ils en arrivent à la conclusion que TKT c'est eux qui ont raison. C'est incroyable quand même. Hein. Ah, c'est un certain niveau de médiocrité. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment, c'est ça les grands génies. Hein. Waouh. Waouh. Je reprends. Malgré ses faiblesses, le raisonnement proposé par Alkian et Demsetz a également servi, transposé à l'étage supérieur, à légitimer la position des actionnaires. S'ils sont fondés à recevoir des dividendes, ce n'est plus en tant que propriétaire de la firme, dit-on désormais, mais en tant que prétendant résiduel. Comme ils passent en dernier, après donc que les autres ayant droit et ont été servis, il se peut qu'une fois les salaires versés aux travailleuses, les matières premières payées aux fournisseurs, les traites réglées aux créditeurs, etc., leur reliquat soit mince. Il y a donc le risque pour eux, si les bénéfices sont faibles, d'empocher moins qu'espéré, voire rien du tout. Or, c'est précisément cette incertitude, nous affirment ces économistes, qui fait que ces porteurs de risques résiduels sont les meilleurs garants de l'efficience managériale. Non mais vraiment, le retournement de cerveau pour essayer de retomber sur ses pattes, le truc est éclaté au sol, de manière évidente, et là, vous voyez bien à quel point c'est une construction nulle, qui repose sur du vent, sur juste vraiment une espèce de théorie tirée de votre tête en mode YOLO, vas-y, ça va marcher, ça va me justifier mon existence, et derrière, ça repose vraiment sur rien, quoi. C'est juste éclaté au sol. C'est juste un moyen de dire, non, mais modèle de société qu'on a, ultra oppressif, non mais t'inquiète, ça passe. Non, remets pas en question, regarde, on prend des risques. On prend des risques parce que des fois on peut ne pas avoir de thunes alors qu'on n'a rien fait pour avoir des thunes. Hey. Ah vraiment c'est quelque chose, hein. Vraiment c'est quelque chose. Hein. On avait là l'émergence d'une thématique du risque qui allait fournir, en rénovant l'individualisme possessif traditionnel, l'un des principaux discours de légitimation du capitalisme actionnarial contemporain. Si l'actionnaire doit être grassement rémunéré, c'est en tant que porteur de risque. Le fameux porteur de risque. Voilà. Celui qui porte des risques en ayant au mieux juste pas de thunes qui rentrent. Mais en faisant rien, hein, en ne dépensant rien. C'est-à-dire qu'il a investi pour acheter des actions et derrière il gagne des ronds comme ça, en fonction du travail des autres, sans rien faire. Et c'est soi-disant un porteur de risque. Sans déconner. Le niveau de foutage de gueule de ces économistes, il est quand même bien haut. Ah, c'est un niveau qui est impressionnant. Hein. Je reprends. Mais quel risque, au juste? On a déjà indiqué que la forme actionnariale, à contrario du mythe actuel de l'investisseur riscophile, s'est bien plutôt constituée historiquement comme un dispositif très attractif des limitations de risque liées à l'investissement spéculatif. Pour mieux saisir la formidable inversion du réel à laquelle procède l'idéologie contemporaine, il n'est pas inutile de rappeler comment fut accueillie au XIXe siècle la notion alors nouvelle de la responsabilité limitée des actionnaires. Ce privilège apparut à certains témoins dont l'éthos était encore empreint d'une morale propriétaire classique comme un véritable scandale. Dans toute nation civilisée, s'indignait ainsi en 1856 un juriste britannique. Payer ses dettes, remplir ses contrats et réparer ses torts relève d'une obligation morale sanctionnée par le droit. N'assumer les agissements de son agent... Ah, pardon, j'ai raté une ligne. Or, la responsabilité limitée
permet au contraire à un homme de n'assumer les agissements de son agent que s'ils lui sont profitables et de décliner toute responsabilité liée s'ils ne le sont pas. De spéculer sur les profits sans être responsable des pertes. Oui, mais le discours est bien implanté, je l'ai entendu plus d'une fois. Ah ouais, mais complètement. Ça, malheureusement, je pense que tous, autant qu'on est ici, c'est des discours qu'on a entendus encore et encore, malheureusement. Parce qu'encore une fois, on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ces gens-là, ces économistes, ces patrons, ces politiques, etc., ce sont les personnes qui sont en situation de pouvoir, qui étaient déjà en situation de pouvoir avant et qui le sont toujours aujourd'hui, qui ont les moyens de partager, répandre et rendre justement solide cette croyance-là, quand bien même elle repose sur rien du tout. Aujourd'hui, quand vous avez des livres qui sont mis en avant, par exemple dans les programmes d'éducation, etc., vous croyez que ça vient d'où, ces bouquins ? Quel que soit le domaine étudié, rendez-vous compte que ces bouquins qui sont mis en avant, dans la très grande majorité des cas, et même dans le monde universitaire, même dans le monde de la faculté, là c'est déjà un peu plus libre, mais même là c'est quand même très fortement bloqué, globalement c'est issu de volonté politique. C'est issu d'un petit groupe de gens qui sont en situation de pouvoir et qui décident ce qui est acceptable, ce qui doit être entendu, ce qui doit être enseigné et ce qui ne l'est pas, de fait. Rendez-vous compte que le récit national qui nous est transmis largement, c'est quelque chose qui n'est pas universel, une vérité vraie, absolue, etc. Et que, comme de par hasard, nous sommes capables de l'avoir dans nos programmes éducatifs, etc. Non, c'est un récit qui s'est construit, qui s'est mis en place, qui s'est maintenu par des volontés politiques et qui est transmis parce que ces volontés politiques sont responsables de ce qui est diffusé, notamment dans les écoles. Quand aujourd'hui vous avez quand même un discours très largement majoritaire au sein de toutes les structures d'enseignement en France, qui consiste à dire que par exemple la France c'est la terre de la liberté, des droits, de l'égalité, etc., en occultant complètement le fait que la France est un pays de gros colons de merde, qui encore aujourd'hui a des colonies, notamment la Kanaki, coucou, qui se fait toquer par le droit international parce que justement nous avons toujours des colonies, qu'on continue à se comporter comme des colons, de fait, là, aujourd'hui, maintenant, en 2024, mais que ça passe complètement à la trappe dans les programmes éducatifs, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière, en fait. C'est pas sans raison que ça passe complètement à la trappe. De même, quand vous avez toujours ce discours qui consiste à dire que c'est la liberté, l'égalité, tout ça en France, mais qu'on est incapable de parler de la culture du viol, en fait, en France, qu'on est incapable de faire ce travail d'éducation, de montrer à quel point notre société, elle est basée sur un tout petit pouvoir concentré par un tout petit groupe de personnes qui sont majoritairement des mecs, qu'il y a tout un passif, tout un énorme bagage de violence patriarcale constante qui est mis en place dans nos sociétés, qui est validé par nos institutions, etc. C'est pas sans raison si ça on l'a pas dans nos programmes éducatifs. C'est parce que ce sont des volontés politiques qui mettent en place le récit national, qui mettent en place ce qui est capable d'être entendu en cours et ce qui n'est pas capable d'être entendu en cours. En cours, on peut vous dire que la France est un grand pays, pays des Lumières, des philosophes, de la liberté, de l'égalité, etc. Mais à aucun moment on va vous parler du fait qu'on est des recolons. À aucun moment on va vous parler qu'on a des ministres qui sont des violeurs. À aucun moment on va vous parler qu'on a tout un bagage social, culturel, basé sur la violence, sur la pédophilie, etc. À aucun moment, en fait. On continue à vous mettre en avant des Metznef, etc. On continue à vous mettre en avant des auteurs, des cinéastes, etc. comme étant des classiques, comme étant des gens incroyables. Alors que ce sont juste des grosses merdes racistes, patriarcales de ouf. Enfin, genre vraiment, il y a tout qui va pas. Mais ça, on ne parle pas. On va dire non, c'est incroyable, regarde le rayonnement de la France, la culture, tout ça. Tout ça, c'est parce qu'il y a une volonté politique. Et encore une fois, cette volonté politique, elle découle pas de nulle part. Elle découle d'un groupe de personnes qui sont en situation de pouvoir, qui veulent rester en situation de pouvoir. Et c'est normal. T'es en situation d'avantage, t'as envie de le rester, en fait. Et si t'as les moyens, justement, de pouvoir jouer là-dessus, tu vas jouer là-dessus. Bien sûr que les politiques, bien sûr que les grands patrons, bien sûr que les grandes familles qui sont déjà, encore une fois, en place de base, vont continuer à faire ce qu'elles peuvent pour rester toujours en place. C'est une évidence. Elles vont pas venir se tirer une balle dans le pied. Et bonjour Leslie, j'espère que tu vas bien. Petit coucou sur mes dernières minutes de pause. Et nous, on est en train de faire de la lecture de sciences humaines et sociales sur Grégoire Chamaillou. On est en train de lire du coup La société ingouvernable. Et là actuellement, on est en train de lire le passage sur la mise en place tout simplement du flicage au sein des entreprises. Pourquoi est-ce que le modèle des surveillants, etc. est basé sur un fonctionnement, on va dire, de police tout simplement. Et donc là, on est en train de discuter aussi sur des passages où on revient
sur une vision du monde qui est quand même bien éclatée. Vraiment bien éclatée. Mais bon, bref. Je reprends. Quant au portrait de l'actionnaire en investisseur, il repose lui aussi largement sur un abus de langage. Comme le faisait remarquer Berle, corrigeant Mann sur ce point, lorsque j'accepte une action d'AT&T et de General Motors, je n'investis pas le moins du monde dans l'une ou l'autre de ces compagnies. J'ai racheté cette action à Nîmes, qu'il a racheté à Bardolph, qu'il a racheté à Pistol, qu'il a racheté par l'intermédiaire de 10 000 prédécesseurs en titre à Falstaff, qui, lui, a acheté l'action lors de son émission initiale. Supposons que Falstaff ait été un véritable investisseur, qu'il ait acheté l'action directement à la société. Cette contribution, seul véritable investissement dans toute la chaîne, ne représentait très probablement qu'une infime fraction du prix que j'ai payé à Nîmes. Par habitude folklorique, nous disons que l'acheteur de l'action d'AT&T ou de General Motors a investi dans ces sociétés, mais c'est de la pure fiction. En rachetant des actions sur le marché secondaire, l'actionnaire n'apporte aucun fonds nouveau à la société. Vouloir faire croire qu'un tel personnage investit dans la compagnie ou est un fournisseur de capital, alors qu'il se borne à placer de l'argent sur un titre et à ponctionner la société pour toucher sa rente, est un pur sophisme. L'argument de fond, cependant, était que le primat actionnarial stimulait l'efficience productive. L'accaparement des profits, que ces nouvelles apologies du rentier renonçaient à justifier en tant qu'expression du droit naturel des propriétaires, elle la défendait autrement, au titre d'indispensable aiguillon d'une gestion performante. Produire à moindre coût, faire valoir fama, et dans l'intérêt des prétendants résiduels, parce que cela accroît le flux des trésoreries nettes, mais cela contribue à la survie de l'organisation en faisant baisser les prix. Gagnant-gagnant donc. Se plier aux intérêts des actionnaires ne serait pas seulement bénéfique pour eux, mais aussi pour l'entreprise elle-même, poussée à accroître sa compétitivité en taillant dans les coûts. Mais sur le dos de qui ? On ne connaît que trop la réponse. Le paradoxe, c'est que la transformation des méthodes de management directement inspirées par la vision actionnariale, constate Olivier Weinstein, ont eu pour effet de transférer une part importante du risque des actionnaires aux autres parties prenantes, notamment les salariés. Cette forme d'organisation, fondée sur le profit, se justifie en ce qu'elle est efficiente. Mais efficiente en quoi ? Efficiente écologiquement ? Socialement ? Non. Elle est efficiente à faire à court terme du profit pour d'autres. Elle est efficiente à être efficiente. Waouh, voilà. On va arrêter la VOD là-dessus. Pour reprendre, là tout simplement, on met en avant tout simplement à quel point c'est du vent. Voilà, j'ai pas de manière plus simple de vous le dire, mais concrètement, là en fait, on revient donc sur tous ces éléments de langage qui sont créés, qui sont là tout simplement pour justifier ce fonctionnement, ce modèle néolibéral, et en fait, on en arrive à la conclusion que, en vrai de vrai, on constate par A plus B que la seule chose que promet ce mode de fonctionnement, c'est l'efficacité, c'est ceci, c'est cela, et en fait, c'est du flan. En fait, fondamentalement, c'est pas vrai. Fondamentalement, la seule chose que ça permet, ce modèle-là, véritablement, c'est que les personnes qui s'accaparent des thunes peuvent s'accaparer encore plus de thunes. C'est tout. C'est la seule chose véritablement présente par ce modèle. Au niveau de ce que ça apporte, s'entend. Et au niveau par contre de ce que ça coûte, étonnamment, ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup, notamment d'un point de vue social, notamment d'un point de vue écologique. En fait, ça coûte beaucoup à tous les niveaux, et pour tout le monde, sauf pour celles qui s'accaparent les richesses. Incroyable. À croire que c'est un modèle de société qui du coup a été mis en place par des gens déjà en situation de monopole et de pouvoir. Incroyable, vraiment. La surprise est totale, on ne s'y attendait pas. Oh là là. Bref, sur ce, fin de VOD. Petite foulure de YouTube, on s'arrête là pour cette fois-ci. On avance mine de rien dans la lecture. On avance même relativement bien. Du coup, à très bientôt pour la suite de la lecture de Grégoire Chamaillou. Petite foulure de YouTube. Des bisous et à tantôt.